En manchette aujourd'hui, médecin de famille, le premier ministre Legault revient sur le sujet en conférence de presse. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, 28 octobre. On parle évidemment de plusieurs sujets aujourd'hui, mais entre autres de politique, de médecins de famille. Hier, François Legault, premier ministre du Québec, a tenu une conférence de presse pour justement parler de la situation sur les médecins de famille. Il donne l'exemple de la région de la Naudière. Entre autres, on écoute le premier ministre Legault. Oui, bonjour tout le monde. Bien, je voudrais rapidement revenir sur la situation des médecins de famille. Je vous explique rapidement la situation qui est problématique depuis plusieurs années. J'ai été ministre de la Santé en 2002. À l'époque, j'avais été le premier à lancer l'ouverture des groupes de médecine familiale. Ça avait été préparé par Rémy Trudel avant moi, mais l'idée, c'était que tous les médecins de famille, sauf exception dans certaines régions éloignées, se regroupent en GMF, soit dans des CLSC publics, soit dans des cliniques privées, puis avec des collègues et des infirmières, prennent en charge en moyenne au moins 1000 patients. Et quand on dit prendre en charge, c'est 7 jours sur 7, incluant les soirs de semaine. Bon. La majorité des médecins de famille au Québec font un excellent travail, ont accepté de se regrouper en GMF, de prendre en charge à peu près 1000 patients. Quand je dis à peu près, c'est qu'il faut tenir compte du fait, est-ce que ce sont des patients qui sont en perte d'autonomie? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce qu'ils font beaucoup d'heures à l'hôpital? Est-ce qu'ils font moins d'heures à l'hôpital? Donc, c'est modulé en fonction de ça. Mais il y a une minorité, quelques milliers de médecins de famille qui ne prennent pas en charge suffisamment de patients. Il y en a même qui n'en prennent pas du tout. Il y en a même qui ont refusé d'être en GMF. Puis tous les gouvernements qui sont succédés depuis 2002, incluant le gouvernement libéral avec Gaétan Barrette, ont essayé, via le syndicat, donc la FMOQ, de convaincre le syndicat que ses membres prennent tous en charge un certain nombre de patients. Mais ça a été sans succès. Il y a encore beaucoup de médecins, une minorité, mais des milliers de médecins sur les 10 000 qui ne prennent pas en charge suffisamment de patients. Puis, je vous donne un exemple que je vis, là, par exemple. Moi, je suis député dans Lanaudière. Quand je rencontre la présidente du CIS de Lanaudière, imaginez-vous, la présidente du CIS de Lanaudière est responsable de la santé des citoyens de Lanaudière, mais n'a aucune information sur ce que font les médecins de famille de Lanaudière. Donc, elle ne sait pas combien ils prennent de patients en charge, elle ne sait pas combien d'heures ils font dans les hôpitaux de Lanaudière. Donc, comment voulez-vous responsabiliser la présidente du CIS de Lanaudière si elle n'est pas au courant quand même d'un groupe important dans son équipe, les médecins de famille? Dans le passé, tous les gouvernements, là, en particulier les gouvernements du Parti libéral puis du Parti québécois, ont cédé au lobby très puissant de la FMOQ, donc le syndicat des médecins de famille. Ce qu'on a fait avec Christian Dubé, c'est qu'on a demandé à la RAMQ de nous donner des informations donc sur le travail qui est fait par les 10 000 médecins de famille. Bon, faut comprendre, là, l'information qui nous est donnée, c'est avec chaque numéro de médecin, mais évidemment, avec le numéro de médecin, on peut aller voir c'est qui le médecin. Ce qu'on souhaiterait, parce qu'on souhaite décentraliser le réseau, c'est de donner ces informations-là au PDG des 6 des différentes régions pour qu'ils puissent rencontrer les médecins de famille qui prennent moins de patients, puis peut-être qu'ils ont des bonnes raisons. Peut-être c'est parce qu'ils font plus d'hôpital. Bon, il peut y avoir des exceptions. On parle ce matin d'une médecin de famille qui a un enfant handicapé. Donc, je pense qu'il faut faire preuve de compassion. Il peut y avoir des exceptions. Mais ce n'est pas normal qu'avec 10 000 patients, 10 000 médecins de famille au Québec, donc toute proportion plus qu'en Ontario,
pour 8,6 millions d'habitants. Si vous faites un petit calcul, c'est un peu moins de 1000 patients par médecin. Il y a des médecins de famille qui en prennent 1500, 2000 patients en charge. Donc, il faut changer cette culture-là. Il faut que les médecins acceptent de prendre en charge, avec des collègues, avec des infirmières, 7 jours sur 7, des patients, un nombre suffisant de patients. Donc, c'est ça qu'on travaille. C'est pas facile. Puis, comme je l'ai dit, ma patience a atteint sa limite. Je pense que les Québécois sont en droit, avec 10 000 médecins de famille, qu'il y ait beaucoup plus de Québécois qui soient pris en charge. Puis quand on dit pris en charge, il faut, évidemment, c'est pas tout d'avoir un médecin de famille. Il y a une norme qui a été fixée. Quand quelqu'un est malade, bien, il devrait, à l'intérieur de 36 heures, être capable de voir son médecin de famille. Regardez, mais il reste que le problème n'est pas seulement avec les médecins âgés. Les médecins, beaucoup à Montréal, entre autres, ne prennent pas en charge beaucoup de patients. Il est mieux faire du sans rendez-vous ou 3 jours de clinique. Et bien, ça ne fonctionne pas. Il y a des Québécois qui ne sont pas pris en charge. Puis on se retrouve dans nos urgences de nos hôpitaux avec 50 des patients qui ont des problèmes mineurs, P4 ou P5, qui auraient dû être traités en première ligne. Christian Dubé travaille sur... C'est pas sûr qu'on peut les transmettre au PDG des CIS. Et on voudrait les transmettre au PDG des CIS, parce que c'est pas le ministre de la Santé qui va commencer à appeler les milliers de médecins qui prennent pas beaucoup en charge de patients. Et si c'est nécessaire de déposer un projet de loi pour que ces données soient disponibles pour les PDG des CIS et des CIUS, bien, on va le faire. Gaétan Barrette, ce qu'il a fait confiance au syndicat de la FMOQ. Il a dit à la FMOQ, je vous donne 2 ans. Si vous ne livrez pas, puis ils n'ont pas livré, bien, il va y avoir des pénalités de 30 %. Mais moi, je ne voudrais pas pénaliser l'ensemble des médecins de famille, parce qu'il y a une majorité qui fait un bon travail puis qui prend en charge les patients. Donc, il faut être capable de le faire médecin par médecin. M. Barrette, le docteur Barrette, a choisi de le faire avec la FMOQ pour l'ensemble des médecins. Ça n'a pas fonctionné. Il faut vraiment y aller à la pièce. Il y a une forte réaction chez les médecins de famille. C'est pour ça que je veux rassurer la majorité des médecins de famille. Il n'y a pas de problème avec la majorité des médecins de famille. Mais il y a une minorité où il y a un problème. J'aimerais mieux une entente négociée, mais si c'est nécessaire, on va faire un projet de loi. Desjardins remet des bourses. La Caisse Desjardins de Dautrey est ravie d'annoncer le nom de 7 heureux bénéficiaires d'une bourse d'études de la Fondation Desjardins. Des bourses totalisant une valeur de 8 500 $ qui leur permettra à ces étudiants de poursuivre leurs études. On y va avec la nomenclature des lauréats. Marie-Lou Lacoste, bourse Persévérance, formation collégiale en sciences de la nature. Julie Bouchard, bourse d'engagement, formation universitaire premier cycle, sociologie. Nicolas Ménard, bourse réorientation, retour aux études suite à la pandémie, formation collégiale, technique d'intervention en milieu carcéral. François Garceau, bourse d'engagement, formation universitaire premier cycle, médecine vétérinaire. Catherine Leclerc, bourse réorientation, retour aux études suite à la pandémie, formation collégiale en sciences humaines. Frédéric Pelletier, bourse Persévérance, formation collégiale, technique d'éducation spécialisée. Et Joanie Beaulieu, bourse d'engagement, formation universitaire premier cycle en psychologie. Leur candidature a été sélectionnée parmi plus de 33 000 autres candidatures soumises cette année. Encourager la jeunesse a toujours fait partie de nos priorités, a dit Desjardins. Voilà pourquoi nous avons à cœur de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin d'être là pour eux et ainsi les soutenir dans cette période charnière. En 2021, la Fondation Desjardins a remis 2 millions de $ en bourse d'études à des étudiants du Québec et de l'Ontario. Une nouvelle catégorie de bourse a été ajoutée pour aider les jeunes qui effectuent une réorientation ou un retour aux études en raison de la pandémie. Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins, mentionne « Ces jeunes qui ont vécu de grands doutes et incertitudes dans la dernière année se démarquent par leur persévérance ou leur engagement dans le milieu. C'est un honneur de les appuyer. Ils méritent qu'on les encourage et qu'on les aide à développer
leur plein potentiel. Ce geste s'inscrit dans le prolongement de l'action de la Caisse des Jardins de Dautrey dans son milieu sous la forme d'un engagement concret envers la réussite éducative. Grâce à la force du mouvement Desjardins, des milliers d'étudiants au parcours hors du commun sont appuyés financièrement dans leurs études, et ce, chaque année. En poursuivant leurs études, ces jeunes se donnent la possibilité de contribuer positivement et concrètement à la société. La Caisse des Jardins de Dautrey est particulièrement fière de reconnaître ces jeunes inspirants, contribuant par le fait même au mieux-être économique et social de notre collectivité. Le conseil d'administration de la Caisse se joint au directeur général et à toute l'équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à ces jeunes lauréates et pour les féliciter de cette distinction. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce jeudi 28 octobre, voici les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Manon Godin. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Madeleine Hervieux. L'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Lucie Bourdeau. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Pierrette Rivain. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Donc, aujourd'hui, 28 octobre, on le rappelle, ce soir, c'est le banquet annuel du musée Gilles Villeneuve. Ça se déroule à Montréal et ça regroupera évidemment plusieurs personnalités du monde de la course automobile. L'événement est présidé par la députée de Berthier, mais aussi ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx. L'événement sert évidemment à lever des fonds pour le musée Berthollet. On vous présente un petit rappel de cet événement par notre journaliste local. Parlons du banquet du musée Gilles Villeneuve. Sous la thématique des retrouvailles, le musée Gilles Villeneuve confirme la tenue de son traditionnel banquet bénéfice après une année d'absence due à la pandémie. La soirée, qui sera présidée par la ministre du Tourisme et députée de Berthier et ministre responsable de la région de la Naudière, donc Mme Caroline Proulx, sera aussi pour le musée Gilles Villeneuve une belle occasion de lever des fonds. L'événement se déroulera jeudi le 28 octobre prochain à 18h30 à l'hôtel Intercontinental au centre-ville de Montréal. Plusieurs personnalités du sport motorisé sont attendues, donc notamment Jacques Villeneuve, le frère du légendaire champion Berthollet, Marie-Soleil Labelle, 17 ans, pilote de l'équipe du musée Gilles Villeneuve en série Nissan, Kevin King, champion de la saison en série Nissan, Louis-Philippe Dumoulin, champion de la série NASCAR Canada, François Dumontier, président du Grand Prix F1 du Canada. La soirée sera arrosée par la tenue d'un encan. Plus d'une vingtaine de pièces de collection seront alors offertes aux plus offrants, avis aux amateurs et aux collectionneurs. Plusieurs de ces items ont été autographiés par des pilotes d'ici et d'ailleurs. Par exemple, un programme souvenir d'un Grand Prix de Formule 1 disputé en Europe en 1979, portant la signature originale de Gilles Villeneuve, fera partie des items de cet encan. Il est toujours possible de se procurer des billets, donc au coût de 135 $ chacun ou 1 000 $ pour une table regroupant 8 personnes. Un reçu pour fin d'impôt pour la partie don au musée sera émis suite à la soirée. Pour s'inscrire, vous pouvez composer le 450-836-2714.
le 1-800-639-0103 ou via l'adresse courriel suivante info@muséegillesvilleneuve.com. On parle maintenant de soins de santé et de services sociaux. La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, désire informer la population de la relocalisation de la clinique de dépistage COVID-19 sans rendez-vous qui est aménagée au 310 boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Ce déménagement est nécessaire afin de répondre à la demande du nombre de tests de dépistage et d'éviter de faire patienter la population à l'extérieur avec l'arrivée des températures plus froides. Ainsi, depuis hier, 27 octobre, les activités de la clinique de dépistage COVID-19 sans rendez-vous à Notre-Dame-des-Prairies sont transférées au gymnase du centre hospitalier de Lanaudière, le CHDL, entrée accessible par la rue Pelletier. Les heures d'ouverture demeurent les mêmes, soit 7 jours sur 7, de 8h à 20h, incluant les jours fériés. Par ailleurs, la clinique de dépistage avec rendez-vous, située elle aussi au 310 boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies, demeure en place, et ce de 8h à 17h. On y va maintenant de retour sur les activités de la clinique de la vaccination mobile. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, dresse un bilan positif des activités de vaccination avec le Vaccibus, mis en place en juin dernier. Les équipes mobiles ont cessé leurs activités le 14 octobre dernier avec l'arrivée des températures plus froides. Au cours des 5 derniers mois, le Vaccibus a sillonné les routes de la région afin d'offrir un service de proximité. Isabelle Durocher, directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au CI3S de Lanaudière, mentionne: « Dès le départ, le Vaccibus a eu pour vocation d'aller là où les gens se trouvent. Les équipes sont allées dans des villes, dans des municipalités qui étaient plus loin des grands sites de vaccination. La clinique mobile aura fait une différence dans la lutte à la pandémie en permettant à plusieurs personnes de se faire vacciner plus facilement et rapidement. Le Vaccibus s'est déplacé dans 41 des 57 municipalités de la région de Lanaudière, en plus de visites dans la communauté atikamekw de la Manoine. Les 6 MRC de Lanaudière ont reçu le Vaccibus. Au total, 129 visites ont été effectuées dans différents milieux. On parle de milieu municipal, hôtel de ville, salle communautaire, place publique, lors de festivals, d'événements, dans des parcs ou lieux récréo-touristiques, en épicerie, en commerce de détail, dans des campings, des camps de jour ou des camps de vacances, dans des restaurants, dans des entreprises commerciales, agricoles, industrielles, aussi chez des organismes communautaires, la communauté atikamekw, dans des établissements scolaires, centres de formation professionnelle, écoles secondaires et cégep. Plus de 3600 doses de vaccins ont été administrées sous le chapiteau de cette clinique mobile, ce qui a permis de mieux protéger la population lanaudoise et de contribuer à atteindre un taux de vaccination de 91 pour la première dose et 87 pour la deuxième dose chez la clientèle accessible. Allons maintenant à la pause. À son domicile, subitement, le 18 octobre, à l'âge de 50 ans, est décédé M. Réal Junior Proux, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Caroline Arcan, sa mère Ginette Proux, feu Réal Proux, ses sœurs Chantal et Magie, Mario Étu, sa belle-mère Jocelyne Gélina, Gilles Cournoyer, son beau-père Denis Arcan, ses belles-sœurs Nathalie Arcan, feu Sophie Arcan, Pascal Dupont, Éric Caisse, sa belle-fille Claudia Hull et son fils Tommy, sa filleule Maude Étu,
ses neveux et nièces Éric, Sandy, Guillaume Bolduc, Marjorie et Gabriel, ainsi que plusieurs petits-enfants, autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera samedi le 6 novembre à 13h au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à 17h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 octobre, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Thérèse Grégoire, épouse en première noce de feu Robert Tellier et en seconde noce de feu Jean Tremblay, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Tellier, Melvin Monu, Anne-Marie Tellier, Claude Champagne, Robert Tellier, Joanne Dalpé, Claude Tellier, Stéphane Richard. Ses petits-enfants, Jonathan, Catherine, Noémie, Maude et Nicolas. Ses 4 arrière-petits-enfants, Béatrice, Léon, Adélie et Liam. Ses belles-sœurs et son beau-frère, Lucie Provost, feu Paul Grégoire, Louise Tellier, Jean Guiroy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 14 novembre de midi au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 14h30. À Berthierville, le 15 octobre, un petit ange âgé de 3 mois et 13 jours a pris son envol. Brian Bruno Gravel, fils de Vicky Bruno et d'Alexandre Gravel de Berthierville. Le petit Brian laisse dans le deuil, outre ses parents, ses grands-parents, Yves Bruno et Chantal Mirandette, Diane Goyette, Jean-Sébastien Gravel, Mélanie Carpentier, ses oncles, Éric Mirandette, Danny Mirandette, Maxime Lafortune, sa tante Marie-Pierre Lafortune, Samuel Tremblay, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 29 octobre dès 18h au complexe funéraire en Thériault à Berthierville. Une cérémonie des anges aura lieu le même jour à 20h en la chapelle du complexe. À son domicile, le 23 octobre, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Gérard Rousseau, fils de feu Louis Rousseau et de feu Alice Vaillancourt, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil des parents ainsi que plusieurs amis. La dépouille de M. Rousseau ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. On poursuit maintenant avec de l'information. Donnez-moi une petite seconde. On parle de dimanche 24 octobre en l'église de Saint-Viateur. Avait lieu le lancement officiel du livre « L'Odyssée de Félix le Beluga ». Une cinquantaine de personnes ont assisté à cet événement. Rappelons que ce livre, écrit par messieurs Louis Trudeau et Jean-Pierre Gagnon, rapporte les étapes de la découverte à Saint-Félix-de-Valois du squelette d'un beluga jusqu'à son exposition permanente au musée maritime de Tadoussac. Le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins en assume la gestion. Ce livre nous rappelle l'importance de préserver l'environnement. Il est à souligner que le Saint-Laurent compte encore des belugas, mammifères qu'il faut préserver. M. Jean-Pierre Gagnon présidait ce lancement de livre. Parmi les invités de marque, il y avait le député fédéral du comté de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, un scientifique paléontologue qui s'est beaucoup impliqué au sujet de cette découverte et de la réussite du cheminement vers le musée de Tadoussac, M. Jean-Claude Duclos, un homme qui s'intéresse à l'environnement depuis des années, M. Louis Trudeau, et un des auteurs du livre, une femme qui, grâce à sa ténacité dans la recherche de la vérité, a permis que la découverte d'os sur sa terre de Saint-Félix-de-Valois ait conduit à l'Odyssée de Félix le Beluga. On parle de Mme Monique Hénaud. Il y avait aussi le maire de Saint-Cuthbert et un fervent protecteur de l'environnement, M. Bruno Vadnet. Bref, tous ces invités ont adressé la parole aux gens présents lors de cet événement. M. Jean-Pierre Gagnon
a chanté avec sa fille une chanson écrite justement sur Félix le Beluga. Puis les participants ont acheté, ceux qui voulaient bien, là, des exemplaires du livre, des exemplaires qu'ils faisaient à ce moment dédicacés par tous ces invités de marque. Bref, un événement qui fut un succès. On passe maintenant à la météo. Bon, la météo pour ce jeudi soir, on parle ce soir de ciel dégagé. Donc, 7 degrés, les températures sont de saison de plus en plus. Dans la nuit, le ciel sera toujours dégagé. On verra une belle petite lune. 4 degrés, donc c'est assez frisquet. On montre un peu le calorifère. Vendredi, le 29, donc soleil, on parle en avant-midi durant la journée de généralement ensoleillé. Le mercure qui grimpe aux alentours de 11 degrés. Vendredi soir, quelques passages nuageux, 8 degrés. Et vendredi, dans la nuit, c'est ciel généralement dégagé. On parle de 4 degrés, fait que les nuits sont quand même fraîches. Et ce qui est important, il n'y a pas de pluie à l'horizon pour les prochaines heures. Voilà, c'était votre bulletin d'information. On est aujourd'hui jeudi le 28 octobre. Alain Bellumeur qui vous invite à être des nôtres pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Si vous désirez savoir ce qui se passe chez vous, restez à notre antenne et on se retrouve pour le prochain bulletin d'information. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.